Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème particulier qui est celui de la santé environnementale. Pour aborder ce thème, donc, qui est un concept nouveau sur lequel nous allons nous interroger, notamment pour savoir quelles sont les origines de ce concept, quels en sont les enjeux, à quoi cela sert-il aujourd'hui de parler de santé environnementale. Nous allons l'aborder de différentes façons, tout d'abord à travers un certain nombre de reportages, mais aussi avec deux experts bourguignons qui sont ici à mes côtés, Isabelle Milot et Didier Château. Bonjour à vous. Bonjour. Isabelle Milot, vous êtes responsable régionale de l'IREPS, qui est une instance régionale de promotion et d'éducation à la santé. Didier Château, vous dirigez donc la direction régionale de l'ADEME, l'Agence pour l'environnement et la maîtrise des énergies. Donc, avec vos témoignages respectifs, nous allons donc aborder cette question de la santé environnementale. Pour démarrer, je voudrais simplement voir avec vous de quelle manière aujourd'hui, quelle est la raison qui fait qu'on lie ces questions de santé et d'environnement. La santé, on sait ce que c'est, le travail c'est la santé, il faut rester en forme, ça on est tous d'accord sur cette notion-là. Les questions environnementales liées au réchauffement climatique, liées au développement durable, liées vraiment à tout ce qui concerne les problématiques environnementales aujourd'hui, on connaît bien aussi. Par contre, on a un peu de mal à cerner de quelle manière aujourd'hui on peut lier finalement ces deux questions et parler de santé environnementale. Isabelle Milot, quelle est votre approche vous là-dessus ? Donc c'est une idée qui n'est pas nouvelle parce que on l'avait un peu perdu de vue au XXe siècle parce qu'on a fait beaucoup de progrès scientifiques et techniques, mais c'est des questions qui sont connues depuis très longtemps. En fait, pour nous, la santé, d'abord, c'est pas le fait de pas être malade, c'est plus compliqué que ça, c'est une capacité à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc l'idée générale, c'est de pouvoir agir, évoluer avec son milieu. Et quand on s'intéresse à quels sont les facteurs qui jouent sur le fait qu'on est en bonne ou en mauvaise santé, bien sûr, on a nos caractéristiques individuelles, le fait qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit plus ou moins âgé, qu'on ait une génétique, une hérédité particulière. Bien sûr, nos modes de vie, le fait d'aimer l'alcool, le tabac, la vitesse, et aussi nos conditions de vie, notre entourage, notre famille. Mais c'est l'environnement au sens large, c'est-à-dire que le milieu physique dans lequel on vit, l'air, l'eau, le bruit, l'habitat, sont des facteurs très déterminants, même si tout ça est intriqué. Didier Château, vous, le concept de santé environnementale ? En fait, répondre à la question du lien entre santé et environnement aujourd'hui, c'est peut-être réintégrer l'environnement dans un lien plus général avec la santé, mais aussi la psychologie. Aujourd'hui, il y a une page qui se tourne dans l'histoire de l'environnement. On sort, je pense, d'une longue période de l'histoire des hommes où on a pensé que les techniques, la science, étaient des moyens de dominer l'environnement, et où on a entretenu une relation à sens unique avec l'environnement. L'idée n'étant pas de s'interroger il y a encore quelques années sur les interactions qu'on pouvait entretenir avec l'environnement, mais bien d'avoir une vision de la santé sur le mode je vais bien et je suis malade ou je ne suis pas malade, alors qu'aujourd'hui on découvre que finalement l'environnement on ne le maîtrise pas si bien que ça, et que tous les progrès de la science et de la technologie en fait contribuent à influencer l'environnement, qui en retour nous influence de manière positive ou négative. Voilà, d'où effectivement, comme cela vient d'être dit, tous les rapports, toutes les interrogations sur la santé, par exemple dans le logement, où on sait aujourd'hui qu'on a des pollutions extrêmement chimiques, extrêmement complexes, qui viennent s'ajouter les unes aux autres, parce que l'enjeu c'est effectivement de repérer aussi cette complexité dans l'interaction entre l'homme et l'environnement, et d'avoir conscience que l'air qu'on respire avec les gaz d'échappement en ville par exemple vient s'ajouter aux pollutions de l'air intérieur, vient s'ajouter à l'eau qu'on boit qui est largement polluée. Voilà. Alors pour rebondir justement sur ce que vous venez de dire tous les deux, on va s'apercevoir en fait qu'effectivement la question de santé environnementale n'est pas une question récente. C'est même quelque chose qui a traversé l'histoire depuis très longtemps. Reportage. Au IVe siècle avant Jésus-Christ,
Hippocrate, père de la médecine occidentale, est l'un des premiers à montrer l'importance de l'environnement sur la santé de l'homme. Il attirait déjà l'attention de ses confrères sur la relation entre la qualité de l'eau et la santé des populations, en leur recommandant, lorsqu'ils arrivaient dans une ville inconnue, d'acquérir des notions très précises sur les eaux dont les habitants faisaient usage. À l'époque de l'Empire romain, l'hygiène s'intègre dans l'urbanisme et les égouts commencent à apparaître, mais aussi les aqueducs ou encore les thermes. Au XIe siècle, tandis que les savants musulmans du Moyen-Âge, comme Avicenne, apportent d'importantes contributions à l'hygiène personnelle et collective, les Européens déversent leurs immondices dans les rues et les rivières dont ils boivent l'eau. Quelques siècles plus tard, la Grande Peste, transmise par les puces du rat, ravage l'Europe, tuant 25 millions de personnes entre 1347 et 1349, soit un tiers de la population européenne de l'époque. En 1832, le choléra, dû à une mauvaise qualité de l'eau et à un manque d'hygiène, fait 100 000 morts en France. Les hygiénistes anglais sont alors les premiers à s'attaquer à la saleté des cités, comme le docteur Snow, en 1854, qui étudie la propagation de l'épidémie de choléra et qui émet l'hypothèse d'une dissémination par l'intermédiaire de la distribution de l'eau. Sa méthode épidémiologique lui permet de remarquer que les cas se concentrent autour d'une pompe à eau d'un quartier de Londres. En 1902, la rédaction de la loi sur l'hygiène publique présente une véritable révolution pour la santé publique, dans la mesure où elle introduit dans le droit français des principes fondamentaux dans le domaine de l'environnement, de la santé, de la gestion d'épidémies, de la surveillance épidémiologique et de l'organisation administrative. Dans les années 50, les rejets de composés mercuriels par des industries de Minamata, au Japon, intoxiquent gravement les familles de pêcheurs dans la baie. Des études établiront plus tard une corrélation entre l'importance de leur consommation de fruits de mer et le degré d'imprégnation de méthylmercure de leur organisme. 30 ans après les faits, les autorités dénombrent 200 morts et 3000 victimes d'atteintes neurologiques graves. Le 10 juillet 1976, à Seveso Meda, en Italie, l'explosion d'un réacteur chimique produisant des herbicides entraîne le rejet de dioxines cancérigènes et tératogènes dans l'atmosphère et l'évacuation de 15 000 personnes. Cet accident a fait naître un débat important et fait renforcer la réglementation en matière de prévention des risques technologiques. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose. La déflagration projette des éléments hautement radioactifs à plus de 2 km du site. Le nuage radioactif se propage en quelques jours sur l'ensemble du continent européen. 15 ans après les faits, le bilan de l'accident reste controversé. D'après l'Agence pour l'énergie nucléaire, le bilan officiel serait d'une 50aine de morts. Le rapport d'un médecin ukrainien fait état de 60 000 morts parmi les 650 000 liquidateurs qui ont participé aux travaux sur le réacteur endommagé. Les incidences du nuage sur les populations exposées en Europe sont mal connues et encore discutées. Depuis plusieurs décennies, chaque année au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de personnes sont victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone.
En 2010, le système national de surveillance mis en place par l'Institut de veille sanitaire a notifié plus de 1500 intoxications au monoxyde de carbone, impliquant plus de 5000 personnes. Cependant, le nombre de décès a fortement diminué, de près de 300 par an à la fin des années 70 à une centaine par an dans les années 2000. Interdit en France depuis 1997, l'amiante reste présent dans de nombreux bâtiments et équipements. Et le risque amiante reste sous-estimé dans certaines professions qui peuvent y être exposées. Or, les maladies liées à l'amiante représentent aujourd'hui la deuxième cause de maladie professionnelle et la première cause de décès liée au travail, hors accident du travail. Ces maladies ont un bilan humain considérable. Non seulement 35 000 personnes sont mortes en France d'une maladie de l'amiante entre 1965 et 1995, mais entre 50 000 et 100 000 décès sont encore attendus d'ici 2025. La prévention de ce cancérogène demeure donc une des priorités de la santé au travail. Alors, un siècle après la loi de 1902, quelles sont les évolutions ? Les grands principes de la loi subsistent sur le partage des responsabilités entre l'État et les collectivités en matière de santé publique. Néanmoins, la publication de recommandations de l'OMS et de directives européennes influence de façon majeure la réglementation française depuis près de 40 ans. Ainsi, depuis 2004, la santé environnementale a-t-elle acquis une certaine reconnaissance officielle au niveau international et national, puisque 2 plans nationaux santé-environnement ont été publiés et déclinés en régions. Aujourd'hui, l'impact de l'environnement sur la santé est perçu de façon très différente et porte sur le domaine du risque aigu et des maladies infectieuses. Pour le public, si les notions de santé, d'hygiène, d'environnement sont assez claires, celle de santé environnementale l'est beaucoup moins. Il n'y a plus de doute pour personne que des relations existent entre environnement et santé. Mais ces relations sont encore souvent difficiles à caractériser. C'est le cas du changement climatique et de son effet sur la santé, même si de nombreux experts réussissent à mettre en évidence des impacts sanitaires du changement climatique, notamment en termes d'émergence ou résurgence de virus et d'épidémies. En tous les cas, la mise en évidence des liens de cause à effet entre l'exposition à un facteur environnemental et la survenue d'une maladie se heurte à la complexité des phénomènes en jeu. Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'espérance de vie s'allonge, la médecine, la science ont fait d'énormes progrès, les techniques évoluent également. On pourrait s'interroger finalement légitimement sur l'intérêt de lier santé et environnement, se demander s'il n'y a pas finalement d'autres urgences aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Isabelle Millot ? Alors, bien sûr, il faut vraiment se réjouir parce qu'on vit mieux, plus longtemps. Donc, l'espérance de vie a augmenté, mais surtout l'espérance de vie sans incapacité. C'est-à-dire que les gains qu'on a faits sont des gains en bonne qualité de vie. Donc, ça, c'est réjouissant. Maintenant, toutes les études qu'on fait, la recherche scientifique dans le champ santé-environnement est compliquée parce qu'on est exposé à de faibles doses, parce que c'est des études sur le long terme. On a du mal à faire la preuve scientifique des liens. Mais alors, par contre, on a un faisceau d'arguments qui font qu'on a des clignotants, des signaux d'alerte pour dire attention, il faut s'en préoccuper, et particulièrement l'évolution des cancers. Ça va vite, ça va un peu trop vite par rapport au vieillissement et par rapport au progrès du dépistage, surtout sur certains types de cancers.
l'explosion de l'asthme et des allergies, l'augmentation des maladies neurodégénératives, genre Alzheimer, Parkinson, les troubles de la fertilité. Bref, on accumule un faisceau d'arguments épidémiologiques, donc d'évolution des maladies et de leurs conséquences, qui font qu'on est très alerté quand même par ces questions de santé environnementale. Par ailleurs, c'est vrai qu'en général, on est exposé à de faibles doses. Donc, à l'échelon individuel, le risque est faible. Par exemple, le risque de la pollution atmosphérique pour un individu particulier est relativement faible. Par contre, comme il y a des millions de gens qui sont exposés, en termes de quantité et de santé publique, ça peut être très important en termes d'impact sanitaire. Par ailleurs, moi je me préoccupe aussi, c'est des populations qui sont souvent plus vulnérables et plus fragiles. Par exemple, les enfants sont très sensibles, les personnes âgées ou les malades, les gens qui ont des maladies chroniques sont plus exposés aux facteurs environnementaux, aux pollutions chroniques. Et puis dernière chose qui me préoccupe aussi en termes de santé publique, c'est que il y a encore de fortes inégalités sociales dans ce domaine. C'est un peu injuste, c'est-à-dire que c'est souvent les personnes les plus pauvres, les plus en situation de précarité qui sont exposées à ces facteurs environnementaux. On peut prendre l'exemple du bruit. Les gens qui sont le plus exposés, par exemple, au bruit du transport sont aussi les populations qui sont les plus précaires, les plus défavorisées. Et vous, Didier Château ? Moi, je dirais deux choses sur l'urgence. D'abord, oui, il y a urgence, parce que la question de la santé n'est que le miroir de la somme des dégradations qu'on inflige à l'environnement et qui, par effet boomerang, nous reviennent. C'est-à-dire qu'on s'empoisonne, pour faire court. La deuxième chose, c'est quand vous dites il y a progrès, les sciences progressent, les technologies progressent, l'espérance de vie, oui, pour une partie de la population, et je partage ce qui vient d'être dit aussi là, tout le monde ne partage pas ce progrès. Et il y a progrès et progrès. Et tout le monde ne le partage pas. Donc, effectivement, les plus pauvres sont les plus exposés, les plus fragiles. Et ce progrès, il est donc tout relatif. Donc, plus on avance, nous, dans les projets qu'on peut soutenir, qu'on peut être amené à soutenir ou à faire émerger ici et là, plus la question de la simplicité du rapport entre l'homme et l'environnement se pose. C'est-à-dire que la technologie ou la science appelle la technologie et la science. On empile des couches qui finissent par complexifier tellement le rapport entre l'homme et son environnement que on ne le comprend plus. Et aujourd'hui, on n'est pas vraiment en capacité de mesurer l'impact sur la santé de ce qu'on inflige à l'environnement. La qualité de l'air intérieur, c'est le sujet vraiment typique de cette question. Les influences, les diverses influences chimiques des matériaux qui composent un sol, un mur, qui composent le vieillissement aussi des matériaux. Tout ce délitement, c'est quelque chose sur lequel on a très peu de connaissances parce que les phénomènes chimiques sont d'une complexité extrême. Or, on sait qu'il y a problème. Voilà. Donc, j'aurais tendance à dire il y a urgence à revenir à plus de simplicité. Et puis, quand on connaît les solutions, parce qu'on en connaît quand même pour une partie, je pense à la pollution de l'eau, par exemple, ou de l'air, eh bien, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout et prendre les décisions qui s'imposent pour limiter à la source les sources de pollution. Alors si on ramène les choses sur un plan peut-être un petit peu plus individuel, personnel, comment vous, Monsieur Château, au quotidien, vous traduisez le lien entre santé et environnement dans votre quotidien ? Dans mon quotidien professionnel ? Oui, et même personnel d'ailleurs. Ah oui, personnel. Alors ça fait deux champs un petit peu différents. Au niveau professionnel, nous, l'ADEME essaye d'intégrer ces questions de santé en ayant une démarche de prévention, c'est-à-dire en faisant la promotion de matériaux le moins traités possible, en réduisant les sources de pollution, comme la circulation de l'automobile en ville. On essaye d'avoir une démarche de prévention dans les projets qu'on est amené à soutenir. Ça devient une exigence très forte, quoi. Au niveau personnel, je citerai qu'un exemple, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation, on sait que c'est quelque chose qui peut faire des dégâts, qui est une source de dysfonctionnement extrêmement importante pour les individus.
Et donc, à titre personnel, je fais de gros efforts pour acheter soit de l'alimentation biologique, soit équilibrer les repas, et puis essayer de faire en sorte surtout que mes enfants prennent ces habitudes alimentaires les plus saines possibles. Voilà. Et vous, Madame Millot, c'est un souci quotidien pour vous? C'est une préoccupation de tous les jours. Dans tous les projets de santé qu'on mène, les projets de prévention, de promotion de la santé, on essaye d'inclure un axe qui concerne l'environnement. C'est ce qu'on appelle créer des conditions de vie, des milieux favorables. L'exemple le plus classique, c'est ce qu'on fait à l'école, par exemple. Parce que souvent, on a envie d'améliorer la qualité de vie, le bien-être des enfants à l'école, en essayant d'améliorer leur santé. Ce qui nous alerte, nous, c'est l'augmentation du surpoids et de l'obésité, qui est assez préoccupante parce que ça augmente vite. Et par exemple, quand on fait des actions de prévention, on va s'intéresser à la fois à l'alimentation des enfants, c'est-à-dire concrètement essayer d'augmenter leur consommation de fruits et légumes, mais en même temps s'intéresser au fait que on ait accès à une production locale, peut-être introduire du bio dans les cantines scolaires. Privilégier les circuits courts. C'est aussi essayer de faire de l'activité physique, de promouvoir l'activité physique. Donc par exemple, le fait que les enfants viennent à l'école à pied, c'est bon pour leur santé, c'est bon pour la prévention du surpoids, c'est aussi bon pour la qualité de l'air puisque les parents ne les emmènent plus en voiture et donc on imagine que ça va améliorer la qualité de l'air à l'extérieur mais aussi à l'intérieur des bâtiments. Donc tout ça, on voit que les enjeux entre l'environnement et la santé sont très intriqués. Je pense que les projets qu'on mène en éducation au développement durable, en fait, se rapprochent de plus en plus des projets qu'on mène au niveau santé et que ce qu'on a tous envie de développer, c'est l'éducation à la citoyenneté, le fait de développer l'esprit critique chez les jeunes et de les aider à comprendre la complexité. Mais c'est possible. Alors, nous avons voulu savoir de quelle manière vous, chez vous, vous faisiez vivre également au quotidien ce lien entre santé et environnement. Je vous propose de regarder ce reportage. Alors moi j'y suis particulièrement sensible parce que je suis asthmatique et que donc je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui me dérangeaient, notamment par exemple tout ce qui est pulvérisation, les insecticides, voilà tout ce genre de produits auxquels je faisais pas forcément attention et puis je me suis rendu compte que ça pouvait avoir une grande incidence sur ma santé. On s'en est rendu compte aussi dans le cadre de mon travail. Je travaille en crèche et ce sont des produits par exemple qu'on a complètement bannis parce que effectivement ils provoquaient des irritations chez les enfants. Donc c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Je pense faire ce qui me paraît bien pour mon enfant. Sans vouloir, pareil, tomber dans un excès de surprotection où on surprotège tout sur l'alimentation, sur le mobilier, etc., etc. Personnellement, je ne mets pas forcément un grand lien entre l'environnement et ma santé. Par contre, c'est vrai que je peux être assez sensible à différents gestes sur les gestes journaliers, comme ne pas laisser écouler l'eau quand on fait la vaisselle, privilégier les douches plutôt que les bains. Privilégier les transports en commun, les choses comme ça. J'ai pas comme certaines personnes des soucis d'asthme ou d'intolérance aux ondes, des choses comme ça, donc je vois pas forcément de lien de cause à effet me concernant. J'ai eu l'occasion de faire le lien entre l'environnement et ma santé lors de mon intoxication au monoxyde de carbone. C'était en plein hiver, au cours d'une nuit. On a eu un problème de chaudière et donc une intoxication au monoxyde de carbone. Et on s'en est rendu compte parce que ça a dégagé de l'eau et ça a fait disjoncter. Personnellement, je suis dans un bureau, donc ça peut être l'environnement, la posture, etc. Adapter le mobilier, le problème des ondes Wi-Fi ou des ondes de téléphonie mobile, les choses comme ça.
Je trouve ça bien qu'il y ait des choses qu'on puisse savoir aujourd'hui sur la composition des produits, on a de plus en plus d'infos. Informons-nous, prenons des précautions, mais ne tombons pas non plus dans l'excès de vouloir peut-être revenir à quelque chose de naturel qui de toute façon ne pourra plus à l'heure actuelle. Faut pouvoir garder un juste milieu, et je crois qu'il y a aussi une question de bon sens. Donc je fais aussi attention à mon environnement intérieur puisque suite à une allergie aux acariens, je dois redoubler de vigilance tout en aspirant obligatoirement une fois par jour, en faisant les poussières le plus souvent possible et en aspirant mon lit au moins une fois par mois. Et les fenêtres sont très souvent ouvertes. Comme on a des fenêtres oscillobattantes, on en a une qui est en permanence ouverte. Je souhaite donner ce qu'il y a de meilleur pour mon enfant, c'est sûr. Par exemple, je prépare moi-même mes plats avec des légumes de saison, des choses comme ça. Mais on est vite bloqué, c'est-à-dire, si je mets mon enfant à la crèche, mes petits plats faits maison ne seront pas acceptés pour se protéger de telle ou telle chose. Donc il faut absolument des petits pots achetés en surface, en grande surface, stérilisés, etc., etc. Pour moi, je pense pas que ce soit un vrai problème, au contraire. On protège, on surprotège les enfants, on surprotège tout le monde, et au final, en fait, on est faible sur tout. J'essaie de prendre bien soin de mon corps, on va dire, en sortant souvent pour aller se balader en famille, respirer un peu l'air pur de la campagne, ça fait toujours du bien. Je pense que c'est important aussi de ne pas s'enfermer et puis de voir un peu à droite à gauche, faire un peu de vélo, laisser un peu la voiture au garage. On l'utilise assez la semaine pour aller travailler. Alors on voit à travers ces multiples réactions, la santé environnementale est finalement une question qui nous concerne tous. Nous l'abordons tous les jours. Est-ce que c'est le résultat du fait que nous soyons mieux sensibilisés, plus conscients des problèmes, plus raisonnables tout simplement? Nous avons voulu poser la question à M. Charles Saoud, qui est sous-directeur à la Direction générale de la santé au sein du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Eh bien, la préoccupation des impacts sanitaires environnementaux est aujourd'hui en pleine expansion, et la société tout entière a pris connaissance de l'importance qu'il y a entre les interactions entre l'homme et son environnement. Environnement d'aujourd'hui, santé de demain, dit le slogan de l'Organisation mondiale de la santé. Cette préoccupation des impacts sanitaires des facteurs environnementaux s'est affermie dans les années 1970 avec la prise de conscience collective de l'importance des interrelations permanentes entre l'homme et son environnement physique et social. Ainsi, la santé environnementale est devenue une composante à part entière de la politique de santé publique. En France, les pathologies directement attribuables à l'environnement sont évaluées, par exemple, annuellement à 1200 à 1500 cas de légionellose, dont 10% d'entre elles sont mortelles, à 20 000 accidents de la vie courante, à 3 000 victimes de l'amiante annuellement, à 600 enfants atteints de saturnisme infantile, à environ 1300 cancers, un peu plus peut-être, dus au radon par exemple, à 30 000 ou voire 40 000 décès prématurés liés à la pollution de l'air. Alors, cette prise en compte des facteurs environnementaux dans la politique de santé a été instaurée par la loi d'octobre 2004 relative à la politique de santé publique. Et effectivement, cet article, dans cette loi, l'article 1411.1 du Code de la santé publique, définit le champ de la politique de santé publique en indiquant qu'elle concerne notamment l'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d'environnement, de conditions de travail, de transport, d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de l'altérer. Ces politiques sont mises en place notamment par la Direction générale de la santé et au sein de la Direction générale de la santé par la sous-direction de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, qui a notamment pour mission de fixer
le niveau des règles d'hygiène, de définir des indicateurs sanitaires, des valeurs limites d'exposition aux facteurs de risques environnementaux. La prévention dans ces domaines se fonde sur des données d'impact sanitaire ou sur les évaluations des risques réalisés par les agences nationales d'expertise. Outre la réglementation et son contrôle, les activités de promotion, d'information, d'éducation sanitaire sur les facteurs environnementaux ou comportementaux, s'il s'agit d'obésité, en liaison avec le plan national nutrition santé, s'effectuent en lien avec l'Institut national de prévention et d'éducation sanitaire, et qui, tous ces activités contribuent à protéger la population. Cette politique qui est réalisée à l'échelon national est développée et mise en œuvre à l'échelon local par les agences régionales de santé qui ont vocation à gérer préventivement toutes sortes d'altérations de santé dues aux expositions aux facteurs environnementaux, à l'alimentation, aux habitudes alimentaires, et tout ceci sont des composantes à part entière de la santé publique. Autre point sur lequel je souhaiterais insister, c'est le fait que nous disposerons à court terme d'un important outil d'évaluation des risques que l'Institut de veille sanitaire est chargé de mettre en place. Je veux parler de la biosurveillance humaine. Cette biosurveillance permettra de surveiller la présence et les effets sur l'organisme des substances chimiques en mesurant dans les liquides et les tissus biologiques, le sang, les urines, les cheveux, la salive, le lait maternel, des biomarqueurs qui peuvent être le signe d'une exposition à des substances toxiques pour la santé humaine ou de leurs effets sur le corps humain. Les exemples d'application sont nombreux, le plomb, le cadmium, les dioxines, les polychlorobiphényles, les pesticides. La biosurveillance humaine est donc un outil important pour évaluer les expositions de l'homme aux substances chimiques dans l'environnement, indépendamment des différentes voies d'exposition, à fixer des lignes directrices de diminution de cette exposition ultérieurement. Ces démarches sont privilégiées dans les plans nationaux santé-environnement, mais aussi dans les plans régionaux santé-environnement, plans qui visent à l'équité environnementale. Le plan national santé-environnement, c'est l'un des 5 plans de la loi de politique de santé publique de 2004. Il s'inscrit dans les orientations de la charte de l'environnement. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Isabelle Milot, Didier Château, j'aimerais, on arrive presque au terme de cette émission, j'aimerais vous demander en quelques mots de me définir finalement ce qu'est pour vous la santé environnementale, parce que c'est un complexe, on comprend bien, c'est un contexte qu'on comprend à la fois complexe et large, diversifié. En quelques mots, comment vous parviendriez à le résumer, vous Isabelle Milot? Alors, santé environnementale, c'est pour moi la santé qui est liée à l'espace physique, c'est-à-dire comment on vit dans notre logement, comment on vit dans notre quartier, dans notre région Bourgogne. Mais c'est pas du tout déconnecté de notre environnement social et culturel, c'est-à-dire que c'est très intriqué. Ce qui joue aussi, c'est avec qui on habite, la famille, l'entourage, mais aussi les relations sociales au sens large. Donc c'est pourquoi je pense que les enjeux en santé environnement, c'est de la responsabilité collective. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que on se positionne en général dans des démarches positives en promotion de la santé et on n'a pas envie de faire la morale ou de culpabiliser. On dit que c'est de la responsabilité collective, mais pas dans un esprit de culpabiliser les individus. Et vous, Didier Château, si vous deviez résumer en quelques mots ce concept? Moi, je dirais prendre soin du monde pour prendre soin de soi. Voilà. Parce que c'est... L'histoire des hommes montre à quel point on est finalement assez peu respectueux de nous-mêmes. Et il s'agit là de prendre conscience que l'environnement, c'est vivant, que ça nous renvoie des choses. Et donc, plus on prend soin de notre environnement, plus on accorde de l'importance à soi-même et plus on prend soin de soi-même. Voilà. Alors en écho finalement à vos définitions, je rappellerai la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui précise que la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Nous voici parvenus au terme de cette émission. Merci à vous Isabelle Milot et Didier Château d'avoir accepté d'y participer et d'apporter votre concours et vos éclairages surtout précieux.
Si vous souhaitez prolonger la réflexion sur ce sujet, vous pouvez vous rendre sur notre portail i7. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis surtout à bientôt pour une prochaine émission de C'est-à-dire sur i7 TV. Merci à vous.